Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents, d'être connectés avec nous. Bienvenue à tous pour cette conférence sur les maladies cardiovasculaires. Conférence qui sera animée donc, par le docteur Florence Pinet. Florence Pinet, je vois que vous êtes connectée avec nous. Oui, bonjour. Nous sommes ensemble donc, pour 1 heure. Et donc, rapidement, pour présenter un petit peu au niveau des maladies cardiovasculaires, en quelques chiffres, les maladies cardiovasculaires sont toujours responsables de plus de 31% de la mortalité globale donc, dans le monde, avec plus donc, de 17 millions de décès annuels, dont plus de la moitié sont dus aux infarctus du myocarde, donc des chiffres très lourds qui nécessitent la pleine mobilisation des équipes de recherche de l'Institut Pasteur de Lille. Et donc, avant de vous passer la parole, docteur Pinet, je vais simplement préciser aux personnes qui sont connectées avec nous qu'elles peuvent tout au long de la conférence poser leurs questions grâce à l'onglet discussion, donc un onglet qui est situé sûrement peut-être en bas à droite de vos écrans. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions en sélectionnant donc, soit tous les panélistes, vos questions seront directement adressées donc, au docteur Pinet et à moi-même, où tous les panélistes et participants et donc l'ensemble des personnes connectées pourront voir vos questions. Voilà, nous reviendrons donc sur les questions que vous avez posées à la fin de la conférence pour y apporter des éléments de réponse. Et voilà, docteur Pinet, donc je vous laisse prendre la main sur la conférence, partager votre diaporama et nous reviendrons ensuite pour les questions en fin de conférence. Ok, merci. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce qu'on voit mon diaporama? Est-ce que vous pouvez me répondre si vous voyez le… Ok, parfait. Le diaporama. Ok, je veux juste le mettre… Alors, attendez, parce que ce qui se passe, c'est que c'est compliqué. En fait, je voudrais le mettre en plein écran. Il faudrait que je puisse… Alors, sélectionner diaporama. Oui, mais le problème, c'est que j'ai au-dessus… Alors, attendez, je vais y arriver. Je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir descendre un petit peu. Et je vais pouvoir le mettre en diaporama à partir du début. Voilà. OK. Parfait, Donc, on voit… OK. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de recherche que nous menons actuellement à l'Institut Pasteur de Lille. Et donc, j'ai intitulé ma présentation « À la recherche de biomarqueurs circulants de l'insuffisance cardiaque, comment les découvrir et comprendre leur rôle ». Donc, vous avez sur cette diapositive mon nom, l'unité dans laquelle je travaille, qui a plusieurs tutelles. Donc, moi, je suis chercheur à l'INSERM. Je travaille à l'Institut Pasteur de Lille en collaboration avec des cardiologues au CHRU de Lille et nous accueillons beaucoup d'étudiants de l'Université de Lille. Donc, nous avons fait un nouvel acronyme pour l'unité qui s'appelle RIDAGE et vous avez en dessous les différentes fondations ou programmes du gouvernement tels que l'ANR ou les programmes d'investissement d'avenir qui financent nos travaux de recherche. Donc, comme cela vous a été dit, donc les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 17 millions de décès dans le monde. C'est la première cause de décès avec 30% de la mortalité mondiale totale. Et d'ici 2030, plus de 24 millions de personnes décéderont de ces maladies. Donc, c'est pour ça, malgré les avancées en termes de thérapeutique, il est important de continuer à essayer de pouvoir anticiper toutes ces maladies. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Donc, j'espère… Ah, le problème, c'est que… Non, excusez-moi. Mais quand je suis en… Ah, voilà. Je voudrais voir… Oui, peut-être… Voilà.
Donc, en fait, je tenais à vous montrer ce film qui a été fait par le groupe Insuffisance cardiaque et cardio-myopathie de la Société française de cardiologie, parce que durant la dernière année, avec la pandémie, beaucoup de gens n'ont pas voulu aller à l'hôpital et on a noté une aggravation des patients qui arrivaient dans les services de cardiologie. Donc, juste pour attirer votre attention, qu'il faut prendre son cœur en main, que si vous avez des signes d'essoufflement, d'œdème, de prise de poids, de fatigue, vous avez peut-être une insuffisance cardiaque et qu'il faut absolument consulter votre médecin si vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Alors, quels sont les facteurs de risque? Donc, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux importants, comme la nourriture. Donc, je vous ai représenté quelques exemples, une consommation excessive d'alcool, une consommation excessive de sucre, saler trop les aliments. Et dans la région du Nord-Pas-de-Calais, je sais que les gens sont attachés à manger des frites, mais c'est très bon les frites, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas en abuser. Les autres facteurs sont bien sûr le tabac. Le tabac est un facteur très important qui est responsable d'aggravation des maladies cardiovasculaires. Alors, on pense que si on ne fume pas des cigarettes, mais qu'on fume un cigare ou la pipe, ça va. Non, c'est pareil. C'est-à-dire que tout tabac est facteur aggravant pour les maladies cardiovasculaires. Et je vous ai représenté aussi les problèmes d'obésité qui sont extrêmement importants et qui sont un facteur de risque qui amplifie les problèmes cardiovasculaires. Et on l'a aussi noté durant la pandémie au Covid-19 que c'était associé à un risque d'aggravation, d'hospitalisation suite à l'infection. Donc, comment on peut rechercher le comportement anormal de molécules du cœur? Donc, je vous ai représenté sur la gauche un cœur normal. Donc, vous avez ici le ventricule gauche. Et quand un cœur est malade, vous voyez, vous allez avoir une dilatation de ce cœur. Pourquoi il va y avoir une dilatation? C'est pour permettre de continuer à avoir un apport suffisant du sang au niveau du cœur pour pouvoir irriguer tout l'organisme. Donc, nos travaux de recherche ont consisté à analyser le comportement des molécules qui sont présentes dans le cœur normal ou malade et aussi dans le plasma des patients, donc plasma qui est obtenu à partir d'une prise de sang. Donc, les travaux de recherche que nous menons dans l'équipe, c'est ce qu'on appelle une recherche translationnelle qui nous amène à découvrir des biomarqueurs circulants de l'insuffisance cardiaque. Et donc, mon exposé va comprendre deux parties qui sont notées en rouge, qui vont être… Ah, pardon, j'ai un carré qui s'est mis. Et excusez-moi, mais à chaque fois, j'ai le problème. Est-ce que le carré va disparaître? Excusez-moi. Voilà. Donc, donc, comment les découvrir? Donc, à partir de cohortes de patients. Donc, vous avez ici la carte du Nord-Pas-de-Calais qui a servi pour le recrutement des patients dans deux types d'études. Donc, c'est des patients dont vous pouvez voir qui avaient une échographie et un prélèvement de sang. On va, à partir des données qu'on va obtenir, utiliser ce qu'on appelle des analyses en biologie des systèmes, donc que je vais vous détailler à partir des données qu'on obtiendra à partir des patients. Et ensuite, avec les informations que l'on obtiendra, au laboratoire, on essaie de comprendre le rôle de ces nouveaux biomarqueurs. Et pour cela, on va utiliser ce que l'on appelle des modèles expérimentaux avec différents types d'approches que je vais vous détailler un petit peu. Donc, pour recruter des patients, il faut mettre en place une étude clinique. On ne peut pas faire ça sans autorisation. Et donc, vous voyez, tous les petits carrés rouges qui sont représentés sur la carte sont les hôpitaux qui ont participé à l'étude clinique pour recruter des patients. Et le petit carré vert, parce que on a eu la chance de pouvoir aussi un recrutement au niveau des patients à Caen. Excusez-moi, mais j'ai à nouveau un petit carré qui se met.
assez déplaisant, c'est le problème de Zoom. Donc, comment on va obtenir cette autorisation? On va demander cette autorisation à un comité de protection des personnes, que l'on appelle CPP. Donc, on va devoir, dans des documents, mentionner quel est le but de l'étude, quels vont être les critères d'inclusion des patients, les critères d'exclusion des patients, quelle lettre d'information sera présentée aux patients et le formulaire de consentement. Donc, pour l'étude dont je vais vous présenter, donc je vous ai mis ici l'exemple de l'étude REV2. On a obtenu l'autorisation du CPP le 6 décembre 2005, donc vous voyez qu'il y a un numéro. On a aussi obtenu une autorisation de la Direction générale de la santé en 2006, et on a commencé à inclure les patients entre février 2006 et septembre 2008. Et vous voyez que les patients qui étaient inclus dans cette étude, c'était des patients qui étaient hospitalisés pour un premier infarctus, donc à l'hôpital, qui avaient donc une première échographie pendant leur hospitalisation et un prélèvement de sang. Et donc, au moment de leur hospitalisation, il y avait un attaché de recherche clinique qui venait les voir pour leur demander s'ils voulaient participer à cette étude. Donc, on leur présentait le pourquoi de l'étude, on leur donnait une lettre d'information et un formulaire de consentement, en leur précisant bien que s'ils refusaient de participer à l'étude, il n'y aurait aucun changement dans leur prise en charge à l'hôpital. Alors, vous voyez que pour cette étude, ce n'était pas anodin de participer puisque vous étiez hospitalisé pour un infarctus et on vous demandait de revenir à 1 mois pour un prélèvement sanguin, à 3 mois après votre infarctus pour un prélèvement sanguin et une échographie, et à 1 an après votre infarctus pour un prélèvement sanguin et une échographie. Donc, au total, entre février 2006 et septembre 2008, en travaillant sur ces différents centres, nous avons pu inclure 226 patients, donc ce qui correspondait aux prévisions que l'on voulait. Et à la fin de l'étude, il y a une vérification par la Direction générale de la santé, comme quoi que les patients que vous avez inclus dans l'étude correspondent bien aux critères d'inclusion et aux critères d'exclusion qu'on l'on avait formalisés à la demande d'autorisation. Donc ça, c'est le premier point. Et tous les patients qui n'auraient pas correspondu aux critères qui avaient été mis dans l'étude ne pouvaient pas être utilisés pour l'étude. D'autre part, vous avez pu noter qu'il y a eu 4 prélèvements sanguins chez chaque patient sur 1 an. Donc, ces échantillons ont été collectés de manière à ne pas avoir de différence dans la manière de prendre en charge ces échantillons et de les stocker dans des congélateurs à moins 80 degrés. Et nous avons déclaré à l'INSERM cette collection biologique, c'est-à-dire d'avoir 226 tubes multipliés par 4, puisqu'il y avait 4 prélèvements, pour chacun des patients, avec un enregistrement. Et donc, vous voyez, on le fait très rapidement, donc à la fin de l'étude, puisque en fait, vous avez des documents très importants à remplir. Donc, pourquoi il était important de faire cette étude? Donc, vous voyez, on l'a fait, on voulait étudier les conséquences d'un infarctus. Donc, je vous ai présenté l'exemple de REV2 sur la manière de demander l'autorisation d'un protocole clinique, mais nous avions fait la même chose pour la première étude que l'on a appelée REV1, qui avait lieu un peu plus tôt, puisque c'était dans les années 2003-2005. Pourquoi nous voulions faire ces études? C'est-à-dire que nous voulions comparer les échographies de chacun des patients, donc l'échographie du cœur, entre le moment où les patients avaient été hospitalisés pour leur infarctus et 1 an après. Il y avait une prise en charge optimum des patients avec un traitement médical. On avait pu noter que tous les patients avaient suivi pendant au moins 1 an sans problème leur prise en charge médicale, mais nous avons observé que chez un certain nombre de patients, il y avait une augmentation, une dilatation du ventricule gauche qui s'établissait et ça représentait plus de 30% des patients.
Et on avait fait l'hypothèse que d'avoir une dilatation de ce ventricule pourrait conduire à l'insuffisance cardiaque. Vous avez vu par le petit film les signes qui sont la conséquence d'une insuffisance cardiaque. Donc, pour valider ça, nous avons donc suivi ces patients qui avaient été recrutés pour un infarctus, qui avaient été suivis pendant 1 an en venant à l'hôpital. On les a tous recontactés avec l'aide d'attachés de recherche clinique ou auprès de leur cardiologue pour savoir quel était leur devenir. Donc, vous pouvez voir que pour la première étude, rêve 1, qui avait été fait entre 2003 et 2005, nous avons un suivi jusqu'à 12 ans. Et pour l'étude rêve 2, nous avions un suivi qui allait jusqu'à 10 ans, puisque les patients avaient été inclus entre 2006 et 2008. Et ce qu'on voulait regarder, c'est suite à cet infarctus, quelles avaient été les conséquences pour les patients, en regardant par rapport aux patients qui avaient développé un remodelage du ventricule gauche, donc une dilatation du ventricule, par rapport aux patients qui avaient eu un rétablissement complètement normal de leur cœur. Ce que l'on a pu observer, c'est que les patients qui avaient eu une dilatation du ventricule gauche, quantifiée 1 an après l'infarctus, aussi bien dans l'étude rêve 1 que dans l'étude rêve 2, ces patients étaient associés à un risque beaucoup plus élevé de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, tout en sachant qu'à partir du moment où on a une insuffisance cardiaque, on a des risques de décéder dans les 5 ans très élevés. Donc, en fait, l'hypothèse de travail que l'on avait fait pour ces 2 études cliniques, qui était de montrer qu'il était important de pouvoir quantifier le remodelage du ventricule gauche de ces patients après un infarctus, était important pour anticiper le fait de décéder de mort cardiovasculaire ou d'insuffisance cardiaque. Donc, les suites de ça, nous, on voulait prévenir les conséquences délétères d'un infarctus, comme je vous l'ai dit, le remodelage ventriculaire gauche, le développement de l'insuffisance cardiaque. Et nous avons choisi d'essayer de rechercher des biomarqueurs précoces du remodelage dans le plasma qui était prélevé durant l'hospitalisation pour infarctus. Donc, vous voyez bien qu'on voulait pouvoir, dès la prise en charge à l'hôpital pour un infarctus, pouvoir avoir des molécules détectées dans la prise de sang qui permettraient de prédire une évolution délétère chez un certain nombre de ces patients pour pouvoir anticiper une prise en charge complètement adaptée à ce risque. Alors, juste pour la petite histoire, la dernière fois que j'ai fait une conférence 5 à 7, c'était il y a 2 ans, donc le 25 juin 2019, et j'ai retrouvé mes diapos de conclusion qui étaient les perspectives de recherche que je voulais développer donc en 2019. Donc, je savais déjà que mon hypothèse de travail, c'est qu'un biomarqueur seul ne serait pas suffisant pour prédire ce risque d'évolution délétère de remodelage ventriculaire gauche chez un patient ayant eu un infarctus. Donc, je savais qu'il fallait que j'utilise de nouvelles approches. Il faudrait avoir plusieurs biomarqueurs qui pourraient être testés dans ces 2 populations, rêve et rêve 2. Et il nous semblait important de développer des stratégies qui nous permettraient d'identifier les plus pertinents et aussi d'identifier l'association la plus pertinente entre plusieurs biomarqueurs. Comme quand vous allez pour une prise de sang, quand vous faites vos analyses de manière régulière, le médecin vous prédit plusieurs biomarqueurs, plusieurs molécules, plusieurs biomarqueurs qui vont être bien sûr la glycémie pour détecter un diabète, le cholestérol pour voir si vous avez une hypercholestérolémie, puis vous pouvez avoir plusieurs autres biomarqueurs par rapport aux pathologies. Là, on était dans une situation où vous voyez bien qu'un seul biomarqueur ne permettrait pas de prédire cette évolution délétère. Donc pour cela, nous avons décidé de continuer à utiliser nos 2 études
pour laquelle on avait cette collection biologique d'échantillons. Et on voulait doser plein de protéines pour essayer de trouver le cocktail de protéines qui serait le plus pertinent pour prédire cette évolution délétère. Et vous voyez qu'on a décidé de vouloir doser plus de 5000 protéines dans chaque prélèvement pour chacun des patients. Donc, ça représente un certain nombre de données énormes. Et ceci est venu avec l'évolution des techniques de quantification des protéines. Quand je suis arrivée à l'Institut Pasteur de Lille dans les années 2000, on utilisait des techniques très simples. Alors, bon, ELISA ou Western blot, en fait, vous dosiez une protéine à la fois. Donc, c'est-à-dire que si vous vouliez trouver des biomarqueurs, vous aviez beaucoup de tests à utiliser avec un coût certain et un temps complet. Après, on a eu les technologies qu'on a appelées multiplex, où on pouvait doser entre 12 et 100 protéines. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à vous parler de ces techniques à haut débit, comme la technique Olink ou SomaScan. Alors, vous voyez, je les ai appelés SomaScan 1, 2 et 3, parce que vous voyez qu'entre 2000 et 2016, on est passé de doser une protéine à 1310 protéines avec le SomaScan 1, 2 ans après à plus de 5000 protéines, et cette année, la société m'a envoyé l'information comme quoi on dosait plus de 7000 protéines dans chaque échantillon. Donc, ça veut dire que ça revenait à pouvoir faire un criblage protéomique à haut débit pour rechercher des biomarqueurs d'insuffisance cardiaque. Alors, je vais vous présenter en 2 diapos cette nouvelle technologie qui utilise le SomaScan, qui est une technologie qui ne se fait pas en France, qui se fait chez la société somologique à Boulder, dans le Colorado, aux États-Unis. En fait, ils vont utiliser des petites molécules que l'on appelle... qui sont des aptamères. Donc, c'est des petites séquences d'ADN qui vont avoir beaucoup d'affinités pour une protéine. Donc, j'en ai représenté plusieurs. Et qui vont se lier, comme pour un anticorps, qui vont se lier à une protéine, qui vont être très spécifiques de la protéine. Et comme la société s'appelle Somalogic, elle a appelé ces aptamères qu'elle a modifiés pour qu'ils soient très stables, des somamères. Donc, le principe de la technologie, c'est qu'on va utiliser, donc les protéines, vous voyez, que vous avez dans votre échantillon de sang, donc dans le plasma, sont représentées en rose pour protéines. Vous allez avoir une petite bille qui va être avec le somamère. Donc, ils ont fait une petite astuce parce que, vous voyez, ils ont rajouté ce qu'ils appellent un linker jaune. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc, vous avez votre somamère qui est lié à votre bille, donc qui permet de fixer ça au fond d'un puits avec ce petit linker. Si le somamère reconnaît votre protéine, vous allez avoir une liaison entre la protéine et le somamère. Vous faites un lavage. Vous allez faire une petite astuce qui va être ajoutée, une petite encre qu'on va appeler de biotine sur la protéine. Et ensuite, vous allez faire agir des ultraviolets pour séparer votre complexe somamère, protéine avec son petit fragment de biotine, de la bille côté. À partir de là, vous allez utiliser pareil à nouveau des nouvelles billes. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir la liaison du somamère sur la bille, vous allez avoir la liaison de la protéine sur la bille par son petit linker biotinylé. Et ensuite, vous allez avoir des solutions de lavage un peu plus stringentes qui vont permettre de récupérer le somamère. Et on va quantifier ce somamère grâce à des puces ADN et à des lecteurs très rapides, puisque sur la puce, vous allez avoir toute la séquence correspondant à ce somamère, puisque c'est une petite séquence d'ADN. Et donc, ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez mesurer une concentration d'ADN qui va être complètement corrélée à la protéine que vous avez quantifiée. Alors, l'intérêt de cette technologie, donc du SomaScan, donc SomaScan aussi vient de la contraction somalogique scan, c'est qu'on est capable de mesurer en simultané, alors avec le SomaScan, excusez-moi encore, j'ai à nouveau un petit truc qui s'est mis en haut, qui est carré.
Donc, 1310 protéines et dans l'étude que je vais vous présenter, 5284 protéines. L'intérêt, c'est que vous allez travailler avec des quantités d'échantillons très faibles, 65 microlitres, ce qui n'est pas anodin, parce que c'est toujours délicat à l'hôpital de faire plusieurs prises de sang ou faire des prises de sang avec des volumes extrêmement importants. Donc là, vous voyez, on travaille avec une quantité très faible, 65 microlitres. On ne va pas être obligé de diluer l'échantillon parce qu'on va avoir une gamme qui va être très large. Cela va être très sensible, donc c'est d'autant plus intéressant puisqu'on sait que la plupart des protéines d'origine cardiaque sont en très faible concentration dans le plasma, une précision très élevée, et puis en fait c'est ce qu'on appelle une technique à haut débit, puisqu'on est capable de quantifier, de tester plein d'échantillons à la fois avec une quantification spécifique de protéines. Alors là, donc, nous, on avait décidé de pouvoir utiliser cette approche pour donc, les échantillons des études REV et REV2 et donc d'utiliser le SomaScan 2. Et donc, on s'est trouvé devant un problème qui était que cette collection biologique d'échantillons que l'on avait provenait de patients français, que la technologie SomaScan était disponible aux États-Unis, donc à Boulder dans le Colorado, et qu'on ne peut pas envoyer comme ça des échantillons, qu'il était important, pour nous, il était absolument nécessaire d'obtenir les autorisations du gouvernement français pour pouvoir exporter des éléments d'origine humaine. Donc ici, je vous ai fait un premier résumé des démarches nécessaires pour pouvoir exporter les échantillons provenant de patients qui avaient été inclus dans les études REV et REV2 aux États-Unis. Et donc, pour vous montrer que ce sont des choses que l'on ne peut pas obtenir facilement et rapidement. Donc, vous voyez, en novembre 2017, on a la proposition de la Société somnologique de doser les protéines dans les échantillons des études REV et REV2, en sachant que la Société somnologique ne demandait pas de payer pour ces dosages qui, je peux vous le dire, coûtent à peu près 2 millions d'euros. Le 6 février 2018, on a eu l'attestation de consentement qui a été signée par les différentes tutelles que je vous ai présentées au départ, donc le CHU de Lille, l'INSERM et l'Institut Pasteur de Lille, de pouvoir utiliser les échantillons des études REV et REV2 par la Société somnologique. Vu que les études, notamment pour REV, avaient commencé en 2002, l'étude REV2 en 2006, donc nous étions à plus de 10 ans, puisqu'on avait fait aussi le suivi à 10 ans, c'était ce qui intéressait la Société somnologique, et c'est pour ça qu'ils nous avaient proposé de ne pas payer le dosage de ces protéines. Il a fallu que l'on fasse requalifier les échantillons biologiques, donc ce que l'on a obtenu le 21 février. Je remercie le CPP du CHLE qui a fait ça très rapidement. Et donc, le 23 mars, on a pu faire une demande d'autorisation d'exportation d'éléments d'origine humaine à la cellulitique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque vous voyez, on avait répondu à toutes les questions qui nous avaient été demandées entre le 6 février et le 23 mars. Le 13 juin, on a obtenu cette autorisation du ministère avec un numéro qui était extrêmement important de garder puisqu'il était nécessaire pour l'exportation. Et on a commencé au laboratoire à anonymiser tous les échantillons et préparer les alicots à envoyer aux États-Unis. Et vous voyez, il y avait plus de 1000 tubes à préparer en utilisant des tubes qui étaient marqués en 2D pour qu'ils soient très facilement lus par les robots aux États-Unis. Donc, cette étape d'anonymisation était très importante puisqu'il fallait qu'avec le numéro qui sera indiqué sur le tube, aux États-Unis, ils ne puissent pas retrouver le patient à l'hôpital. Je peux vous rassurer, moi, en tant que chercheur à l'Institut Pasteur de Lille, je n'ai pas d'informations sur les patients, à part leur données cliniques, mais je n'ai pas leur nom. J'ai leur date de naissance parce que j'ai besoin d'avoir leur âge. Je sais dans quel hôpital ils ont été hospitalisés, mais j'ai aucune information sur le nom. Donc,
Suite à ça, le 3 juillet 2018, on a signé le contrat de collaboration a été signé entre l'Institut Pasteur de Lille et les sociétés somnologiques, ce qui faisait que, ça y est, on avait l'autorisation pour envoyer les échantillons aux États-Unis. Ensuite, alors là, je vous représente l'étiquette, parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de faire notre étiquette nous-mêmes. Il a fallu qu'on utilise le modèle d'étiquette qui a été fourni, que l'on devait mettre sur le colis qu'on allait envoyer aux États-Unis, qui nous a été fourni par le ministère. Donc, il fallait mentionner, vous voyez, que c'était, on envoyait des échantillons d'origine humaine, que nous, c'était du plasma, que c'était une finalité scientifique. Il y avait donc, vous voyez, les informations sur l'expéditeur et la tutelle qui avait chapeauté l'autorisation, qui était l'INSERM. Donc, suite à ça, il a fallu que je traduise en anglais toutes les informations sur les patients, puisque nous, on avait bien sûr notamment l'aide d'information aux patients, le formulaire de consentement, puisqu'aux États-Unis, ils avaient besoin d'être sûrs. Il fallait qu'ils valident aussi de leur côté qu'on avait toutes les autorisations pour envoyer les échantillons aux États-Unis et qu'il y avait toutes les autorisations pour que la société somnologique dose les échantillons. Donc, c'est pour ça qu'il y a des temps qui sont lents. Et donc, vous voyez, donc, début août, après donc, notre autorisation et notre contrat signé en juillet, on a préparé tous les documents pour le transporteur qui nous a aussi demandé les autorisations d'exportation, de remplir tous les papiers pour la douane, toutes les informations. Et le 6 août, on a pu faire envoyer les échantillons qui avaient été répartis dans 13 boîtes, dans un colis avec 30 kg de carboglace, pour être sûr que les échantillons restent bien à moins 80 degrés. Et donc, vous voyez, et moi, je suivais en direct sur mon ordinateur où allaient les échantillons. Le 7 août, ils sont partis de l'aéroport de Charles de Gaulle. Le 8 août, ils sont arrivés à New York, ils sont repartis de l'aéroport JFK. Et le 8 août, les échantillons sont arrivés à la société somnologique. Donc, vous voyez, en 2 jours, les échantillons étaient arrivés à la société et n'avaient pas été décongelés. Donc, à la suite de ça, la société a donc traité les échantillons, donc bien repéré tous les tubes qui étaient dans les 13 boîtes, les documents qui avaient été envoyés qui permettaient de dire tel tube va avec le patient. Et fin août, on a envoyé de manière sécurisée les données cliniques anonymisées des patients des études REV et REV2. Donc il y avait, nous, on a gardé le code qu'ils n'avaient pas. Donc, en fait, la société somnologique ne pouvait même pas savoir dans quel hôpital les patients avaient été hospitalisés. Alors, au départ, la CNIL ne voulait pas qu'on donne comme information que les patients fumaient, sauf que quand on travaille sur les maladies cardiovasculaires, comme je vous l'ai montré dans une des premières diapos, c'est un facteur de risque et on est obligé d'en tenir compte. Donc, le 8 novembre, tous les dosages ont été effectués par la technologie SomaScan 2 et ils ont validé les dosages sur certains critères et on a reçu les données correspondant au dosage, vous voyez, le 18 décembre 2018. Et donc, comme je vous le disais, on s'est retrouvé avec beaucoup de données qu'il fallait analyser. Et donc, on a commencé à faire les premières vérifications, notamment sur la qualité des dosages effectués par le SomaScan. Donc, vous voyez, on avait 1150 échantillons plasmatiques, 5284 protéines dosées, et tous les dépôts des échantillons avaient été déposés de manière aléatoire sur toutes les plaques qui ont été utilisées pour le dosage. Donc, vous voyez les couleurs. Donc, là, vous avez une première plaque, une deuxième, troisième, quatrième. Donc, il y a eu 15 plaques. Et on a vérifié donc l'expression des protéines, donc, qui est représentée dans ce sens-là, donc dans chaque échantillon. Donc, vous avez ici les 1150 échantillons et en ordonnée, les 5284 protéines. Et en fait, ce qu'on voulait vérifier, c'est qu'il n'y avait pas une plaque qui n'avait pas fonctionné comme les autres plaques et qui nous aurait donné des résultats différents. Donc, au vu de ces résultats, nous étions très contents, c'est qu'il n'y avait pas de variabilité entre les 15 plaques et que donc on n'aurait pas de biais dans la quantification des protéines. Alors, la première chose qui a été vérifiée,
c'était aussi la qualité des échantillons qui avaient été analysés. En fait, quand on vous fait une prise de sang, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un problème de coagulation ou on peut avoir une hémolyse de l'échantillon qui va devenir rouge. Ça peut induire un biais dans les dosages et donc on a un moyen très simple de le vérifier qui est de regarder le niveau d'aptoglobine et le niveau d'hémoglobine et le niveau d'aptoglobine. Et vous voyez que sur cette courbe, donc tous les échantillons, bon là il n'y en a pas beaucoup, mais je pourrais vous le montrer pour tous les échantillons, qu'ils étaient de qualité en termes d'hémolyse, c'est-à-dire qu'ils avaient un taux élevé d'aptoglobine, hein, puisque tous les échantillons sont de ce côté, un taux faible d'hémoglobine, excepté ces 3 échantillons qui ont été éliminés de l'analyse puisqu'ils ne satisfaisaient pas, on avait peur que l'hémolyse ait induit un biais dans la quantification des protéines. Après, comme ce sont quand même des nouvelles techniques, on a voulu vérifier et valider notamment le BNP, hein, qui est un marqueur classique qui est utilisé à l'hôpital pour déterminer si vous avez une insuffisance cardiaque. Donc, comme le BNP était mesuré dans le SomaScan 2, on a voulu vérifier s'il y avait une corrélation entre le BNP mesuré à l'hôpital, ici, et le BNP mesuré dans le SomaScan, par le SOMAmer. Et vous voyez qu'on a une corrélation qui est importante, puisqu'on a un coefficient de corrélation qui est un petit r à 0,992, en sachant que le maximum, c'est 1. Donc, vous voyez, il nous manque 0,008 pour être à 1, donc ce qui nous a conforté dans le fait que le SomaScan 2 permettait de quantifier les protéines de manière fiable, ce qui était très important pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est retrouvé avec beaucoup d'échantillons et donc comment les analyser. Donc, on a fait un plan d'analyse, donc on a fait un plan de stratégie en collaboration avec des statisticiens et des bioinformaticiens de l'INRIA et il y a un étudiant mathématicien en thèse qui travaille sur ce projet puisqu'on se retrouvait avec des données qui étaient énormes. Donc, on a utilisé la première étude, REV1, pour développer la stratégie d'analyse. Donc, c'est ce qu'on appelle la cohorte de découverte ou dérivation, le terme anglais. Et REV2 serait la cohorte qui serait utilisée pour valider les données. Donc, vous voyez, nous avons un protocole qui est extrêmement important, mais que j'ai simplifié ici. Donc, on est parti, je vous présente les résultats pour l'étude REV. Donc, on avait 266 patients. 5284 protéines ont été quantifiées. 4882 protéines ont été analysées, puisqu'on a eu des retours de la Société somnologique nous disant qu'un certain nombre, ce n'était pas fiable. Et on a commencé à faire les premiers tests statistiques. Le premier nous a permis d'identifier les protéines les plus importantes qui étaient associées à la survie des patients. Et ensuite, on a fait, mais 50 protéines, c'était encore énorme. Et on a fait un deuxième test statistique qui utilisait les techniques, les approches de clustering et qui permettait de regrouper les 50 protéines dans ce qu'on appelle en 2 clusters, 2 groupes, qui permettaient de dire, voilà, tel patient par rapport au dosage de ces 50 protéines est associé à la survie, tel patient va décéder. Et on a fait donc une modélisation de la survie de ces patients que l'on a validé, et on a validé ce modèle dans l'étude REV2. En fait, c'est extrêmement important d'avoir 2 études, une pour ce qu'on appelle la découverte et une pour la validation. Ici, vous avez donc la stratification des données protéiques. Donc là, vous avez donc le groupe 1 qui est constitué de 164 patients de l'étude REV, le groupe 2 qui est constitué de 90 patients. Et donc, dans le groupe 2, vous avez les patients qui sont le plus à risque de décéder de mort cardiovasculaire
ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc ici, vous avez donc la représentation donc, en ordonnée de tous les patients. J'aimerais bien retrouver ma petite flèche, mais elle disparaît. Et vous avez, ah si, voilà. Donc ici, vous avez tous les patients qui sont représentés. Et vous avez en abscisse toutes les protéines, donc les 50 protéines qu'on a sélectionnées par le test statistique 1. Et la couleur représente le niveau d'expression de la protéine. Et donc, vous voyez bien que ce groupe de protéines, vous avez une expression qui est plus faible dans les patients qui survivent à 10 ans, pas par rapport aux patients qui vont soit décéder, soit être hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Par contre, vous voyez bien que pour ce groupe de protéines, vous avez des expressions de protéines qui sont plus élevées chez les patients qui survivent par rapport aux patients qui décèdent. Donc, vous voyez bien qu'on a identifié donc, les deux groupes de patients et qui sont associés à des profils d'expression des protéines qui sont complètement opposés. Donc, ça, c'est dans l'étude REV1. Et vous voyez que le profil, donc les protéines sont classées dans le même ordre. Et donc, vous voyez bien, donc ici, c'est en bleu dans le premier groupe, en rouge dans le deuxième groupe. Et vous voyez ici, vous avez la même chose, c'est bleu ici et c'est rouge ici. Donc, on valide bien ces deux groupes de patients qui sont associés à des profils d'expression des protéines opposées. Mais ensuite, il faut voir si ça permet de prédire la survie. Donc, on utilise ce qu'on appelle des courbes de Kaplan-Meier. Donc, vous voyez, donc, vous avez donc le regroupement, donc les clusters qui sont présentés. Donc, en rouge, le groupe 1, en bleu, le groupe 2, donc les patients qui décèdent. Et vous voyez que c'est bien associé à une diminution de la survie chez les patients du groupe 2 par rapport au groupe 1. Et donc, les patients du groupe 2 sont bien associés à un risque de décès plus élevé. Vous avez ici le nombre de patients, donc avec le temps de suivi, puisque vous allez avoir des patients qui vont décéder au bout de 3 ans, 6, vous voyez donc une augmentation. Idem pour la prédiction de survie dans l'étude REV2. Alors, on a moins d'écart entre le groupe 1 et les groupes 2, mais comme vous pouvez le voir, ici, le suivi est plus court, hein, puisque les patients ont été inclus plus tard par rapport à l'étude REV. Donc, en conclusion, sur la recherche de biomarqueurs, je vous ai présenté quelques données sur donc, 2 études cliniques qui ont été utilisées, donc ce qu'on appelle une cohorte de découverte, donc en dérivation, qui a inclus qui en fait était constituée de 266 patients, et une cohorte de validation, REV2, qui est constituée de 246 patients. Sur les échantillons de chacun de ces patients, on a fait un criblage protéomique à haut débit. Donc, on a dosé plus de 5000 protéines. Pour les analyses statistiques, on n'a utilisé que 4882 protéines pour lesquelles la quantification a été validée. En utilisant différents tests, ça nous a permis de faire une sélection de 50 protéines pour être associées à la survie et qui nous ont permis de développer un modèle statistique qui identifiait pour chaque patient dans quel cluster ils appartenaient à partir de ces 50 protéines, qui est très important parce que ce que l'on veut, c'est qu'à partir d'un dosage de ces protéines au moment de l'hospitalisation pour un infarctus, on puisse identifier par notre modélisation dans quel groupe le patient se retrouve, si c'est le groupe 1 ou le groupe 2, en sachant que dans le groupe 2, le groupe 2 est associé au décès des patients, alors que le groupe 1 est associé à la survie du patient. Donc ensuite, il nous semblait important de comprendre le rôle des protéines, des biomarqueurs qui étaient associés aux 2 clusters de patients. Et donc, potentiellement, on avait 50 protéines analysées. Donc, ce qui nous semblait énorme, et on voulait encore donc, restreindre le nombre de protéines, parce que c'est beaucoup trop, c'est-à-dire qu'en fait, il m'aurait fallu 50 étudiants ou post-doc pour travailler chacun sur une protéine. Et donc, on a décidé d'utiliser l'analyse en biologie des systèmes à l'aide d'outils informatiques tels que le logiciel IPA pour Ingenuity Pathway Analysis, qui va nous permettre de
d'identifier des voies de signalisation communes à ces protéines pour les pathologies cardiovasculaires et ne dire que, par exemple, on a 5 protéines qui sont sur la même voie et que donc il suffit d'en analyser une pour comprendre le rôle des autres. Alors voilà ce que ça donne. Donc on s'est retrouvé avec 6 réseaux de protéines, donc ce qui nous permettait de voir les interactions entre elles. Et donc vous avez représenté en couleur les protéines qui font partie des 50 protéines qui sont associées à la survie ou au décès des patients et qui a permis d'en identifier d'autres avec lesquelles ces protéines interagissent. Alors, tout à l'heure, il y avait du rouge et du bleu, et là, le logiciel, il faudra que je puisse changer les couleurs. Et donc, en rouge, vous avez les protéines qui ont une expression plus élevée chez les patients qui décèdent, et en vert, une expression plus faible chez les patients qui décèdent. Alors, j'attire votre attention plus élevée chez les patients en fait qui survivent, excusez-moi. Donc là, vous voyez, je vous ai représenté ici, alors donc vous voyez, bon, c'est écrit en tout petit, NPP, c'est le BNP. Donc, vous voyez bien que le BNP va interagir avec d'autres protéines et ça nous conforte dans une analyse parce qu'on le retrouve. Il fait partie des 50 protéines, ce qui est normal, hein, puisqu'on sait que le BNP est associé à l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comment on va comprendre le rôle de ces protéines? Donc, alors pour ceux qui ont vu le dépliant qu'a constitué l'Institut Pasteur de Lille, donc j'ai repris la photo que l'on a faite, qui est donc des cellules que l'on appelle les cardiomyocytes. Donc, c'est des cellules qui sont dans le cœur et qui sont impliquées dans la contraction du cœur. Et donc, ce que l'on fait au laboratoire, c'est à partir de ce modèle, on va étudier l'impact d'une modification d'expression d'une protéine sur le cœur, mais donc sur les cardiomyocytes. Et pourquoi le cardiomyocyte? Parce que le cardiomyocyte, il représente 75% du volume cardiaque, que sa taille peut évoluer, il peut s'agrandir, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hypertrophie, qui va conduire à la dilatation du ventricule gauche, et diminuer en contractilité. Et donc, vous voyez, on voit toutes les stries qui, en fait, représentent les sarcomères, les filaments d'actine-myosine qui vont intervenir dans la contraction. Donc, vous voyez bien qu'une cellule, c'est compliqué. Et moi, je trouve que les cardiomyocytes sont des cellules très belles quand on fait de l'imagerie. Alors, comme on avait mis dans le dépliant, donc c'est une imagerie faite en fluorescence, en microscopie confocale, donc qui nous permet de regarder à petite échelle, vous voyez une définition qui est extrêmement importante. Et vous avez en bleu, c'est le noyau des cellules. Donc, vous voyez, chaque cellule a un noyau. Alors, si on regarde une cellule, c'est très compliqué. Donc là, je vous ai montré les stries, mais quand vous regardez, il y a plein de composants dans la cellule. Vous avez donc ici le noyau, hein, donc qui était représenté en bleu. Et on va s'intéresser à ce petit composant qu'on appelle la mitochondrie, qui est très importante dans les cardiomyocytes, puisque c'est au niveau de la mitochondrie qu'il y a tous les éléments de la chaîne respiratoire qui vont intervenir dans la fonctionnalité du cardiomyocyte. Et donc ici, je vous ai représenté une analyse des composants intracellulaires du cardiomyocyte en me focalisant sur les mitochondries. Et vous pouvez voir, donc là, on a fait de la microscopie électronique, donc c'est à très haute définition, puisque là, vous voyez, là-bas, le code barre est de 5 micromètres, donc je vous ai mis à la même échelle ici, et encore un agrandissement plus élevé, puisqu'ici, l'échelle est à 2 micromètres. Donc là, vous avez un cardiomyocyte contrôle, donc vous pouvez voir son noyau, et en fait, il y a plein de petits éléments, puisqu'il y a beaucoup de mitochondries dans les cardiomyocytes que l'on peut voir ici. Alors ici, vous avez un schéma qui représente schématiquement une mitochondrie. Et en fait, avec un traitement qui était délétère pour les cardiomyocytes, on voyait bien déjà qu'on n'arrivait plus à voir toutes ces structures, donc ces mitochondries. Et quand on regardait à plus fort grandissement, on avait l'impression qu'elles s'étaient complètement hypertrophiées. Et ça, on est capable de le quantifier. Donc, vous voyez, on a pu remarquer que lorsqu'on traite des cardiomyocytes avec un stimulant qui va hypertrophier les cardiomyocytes, elles avaient une diminution du nombre de mitochondries.
Donc, ce qui va entraîner une diminution de la respiration, donc une diminution de la fonction mitochondriale et une diminution de la fonction des cardiomyocytes qui est de se contracter. Alors, j'attire votre attention que vous voyez, donc on a des représentations ici. Vous avez ici une représentation, on appelle ça en box plot. Vous avez ici la moyenne. Chaque petit rond représente une quantification. Et ici, vous avez la déviation standard. Alors, il est toujours important de répéter les expériences. Et donc, vous voyez ici, on a quantifié 14 cellules différentes sur le nombre de mitochondries. Mais on a aussi regardé la taille des mitochondries, donc sur le schéma du bas. Et donc, vous voyez que là, les étudiants ont fait beaucoup de travail puisqu'ils ont évalué la taille des mitochondries, donc de 241 mitochondries. Donc, qui a permis de montrer qu'on avait une augmentation de la taille des mitochondries, que c'était significatif statistiquement. Donc, vous voyez sur ces deux schémas. Et c'est toujours important, vous savez, c'est absolument obligatoire de répéter les expériences, de faire les analyses statistiques pour être sûr. Et donc, déjà avec ce premier résultat, vous voyez qu'un traitement qui induit le stress oxydant les cardiomyocytes va diminuer le nombre de mitochondries et augmenter leur taille. Donc, je ne vais pas vous embêter en vous présentant plein d'expériences. Je voudrais juste terminer avec ce schéma que j'ai mis au point, ou qui représente un cardiomyocyte. Donc ici, vous avez un cardiomyocyte qui va bien, donc qui s'équilibre bien. Dès qu'il a un problème de stress oxydant ou une mitochondrie qui va s'élargir, elle va être éliminée pour que dans le cardiomyocyte ne reste que les éléments qui sont importants. Et vous voyez que quand on va induire un stress, donc ça c'est l'équilibre qui se fait dans la vie de tous les jours quand il n'y a pas de problème, en conditions physiologiques, dans différentes conditions. Donc là, on est à l'équilibre. Et en fait, on peut voir que quand on induit un stress oxydant, donc on se retrouve avec une augmentation du stress oxydant dans la cellule, on va avoir une hypertrophie, donc une augmentation de la taille des mitochondries, une diminution de son potentiel de membrane. Et là, on va en voir encore le processus d'élimination des mitochondries qui sont défectueuses, qui va bien se faire. Donc, on a encore un équilibre. Mais donc, on a voulu tester si on pouvait prévenir cette augmentation du stress en testant différents types d'antioxydants. Donc, vous voyez, on en a testé deux. Un qui est représenté en bleu, qui est le HUC134, et un qui est la mitoQ. Et donc, vous voyez que là, on a bien eu un effet sur la diminution du stress, on a eu un effet sur l'hypertrophie des cardiomyocytes et des mitochondries, et que donc on a eu le processus d'élimination normale de la mitophagie. Par contre, avec cet antioxydant qui avait bien entraîné une diminution du stress oxydant, on avait toujours un élargissement des mitochondries, et on n'avait pas d'élimination de ces mitochondries défectueuses. Donc, vous voyez qu'en utilisant des modèles cellulaires, on est capable d'essayer de comprendre quelles sont les protéines par rapport, ou les biomarqueurs qui sont identifiés comme associés au décès des patients, dans le cadre des études REV et REV2, comment va être le comportement de ces protéines. Alors, en général, on fait aussi beaucoup de Western blot, mais je ne voulais pas trop vous embêter avec ça, ni que ça dure trop longtemps. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on avait fait journée porte ouverte au laboratoire et on avait montré comment on faisait une technique de Western blot et la répétition des expériences pour valider les résultats. Donc, je voulais juste terminer là-dessus. Je vous ai mis une petite photo qui représente l'équipe qui travaille au laboratoire, donc qui essaye de comprendre le rôle et qui intervient aussi dans tous les protocoles. Les cardiologues ne pouvaient pas être présents. Et donc, vous voyez, donc, cette photo a été prise le 19 mai, donc le jour où on pouvait retourner dans les bars. Mais vous voyez qu'au laboratoire, on continue à porter le masque. Alors là, on n'est pas trop en distanciation physique, mais c'est pour ça qu'on porte tous le masque.
Donc là, moi, comme je suis dans mon bureau toute seule, je ne le porte pas. Vous avez les personnes qui interviennent dans l'équipe 2, donc sur le site de l'Institut Pasteur, les cliniciens au CHRU de Lille, et comme je vous le disais, les bioinformaticiens de l'INRIA et biostatisticiens qui nous aident dans nos analyses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour ces précisions. Alors, nous avons quelques questions que je vais vous poser. Alors, je voudrais arrêter de partager. Voilà. Donc, je vais partager à mon tour. Voilà. Donc, nous avons quelques questions que je vais vous poser donc tout de suite. Donc, une question, la première est la suivante. Une personne donc, nous indique qu'il y a une forte différence de HR, donc hasard ratio, je présume, Oui. entre l'étude REV1 et l'étude REV2. Comment cela se justifie-t-il? Oui, alors, excellente question. Et cela se justifie parce que l'étude REV inclut les patients entre 2002 et 2003 et l'étude REV2 inclut les patients entre 2006 et 2008, alors que le suivi des patients a été fait à la même période par une personne. Ce qui fait qu'on a un délai plus court pour l'étude REV2. Mais si on superpose les deux courbes, on peut voir que c'est juste qu'on n'est pas… L'étude REV1, on est pratiquement arrivé à 14 ans, alors que pour l'étude REV2, on est à 9 ans. Donc, en fait, mais si on prend un papier et qu'on superpose les deux courbes, c'est exactement identique. Donc, on aurait attendu le même temps pour le suivi pour REV2 par rapport à REV1. Les courbes sont parfaitement reproductibles, mais qui se comprend parce que quand on regarde les données sur le remodelage, on a exactement le même pourcentage de remodelage sur les patients, sur l'étude REV et l'étude REV2. Alors, y a-t-il une différence par rapport au traitement? Alors, ça aussi, on l'a regardé. Il n'y a aucune différence par rapport au traitement. Ce qui, en fait, parce que je regarde en même temps les questions qui apparaissent, excusez-moi. La seule chose, c'est que dans l'étude REV2, il y avait un antiminéralocorticoïde qui avait été ajouté, mais il y avait quand même toujours plus de 30% des patients qui avaient ce remodelage du ventricule gauche qui était détecté au bout d'un an. Et on avait même vérifié dans le suivi que les patients, enfin, même quand on avait quantifié le remodelage, que les patients avaient bien continué à prendre le traitement pendant 1 an après l'infarctus. Donc, c'était ni sur la prise en charge, on a vérifié par rapport à la prise en charge, puisque le patient arrive à l'hôpital, soit par le SAMU, soit par ses moyens, mais en fait, la prise en charge n'avait pas influé sur le remodelage. La seule chose qu'il faut bien voir dans ces études, je ne voudrais pas paniquer les personnes, c'est que la taille de l'infarctus peut être différente. On peut avoir un petit infarctus. Il faut bien voir que pour ces deux études, on a inclus des patients qui avaient un infarctus massif. Il y a eu une autre étude qui a été faite à Nancy, un peu sur la même approche, mais que sur des petits infarctus parce qu'ils voulaient quantifier le remodelage en IRM. Et les patients, en fait, ils sont obligés d'attendre beaucoup plus longtemps pour détecter le remodelage. Très bien. Je me permets également de revenir sur une question qui a été posée en début de conférence quand vous parlez des échantillons. Oui. La question est la suivante. Donc, sur une durée aussi longue, qu'en est-il de la stabilité des échantillons, même à moins 80 degrés? Avez-vous vérifié un éventuel drift des résultats en fonction de la date du prélèvement initial? C'est une excellente question. Quelque chose que j'ai vérifié. Alors, il faut bien savoir que les échantillons qui ont été collectés pour ces deux études, suite à la prise de sang, le tube devait être techniqué dans les 6 heures sur place. Et ensuite, les échantillons centrifugés à
à une vitesse qui avait été… En fait, on avait donné un protocole pour chacun des centres sur la manière de traiter, de techniquer l'échantillon. On avait même fourni les tubes, puisque pour l'étude REV 1, la première étude, les tubes de prélèvement étaient en verre, qu'on savait qu'au cours de l'étude REV 2, les hôpitaux allaient passer aux tubes en plastique. On avait acheté tous les tubes en verre pour pouvoir inclure tous les patients. C'est-à-dire qu'on a collecté pour les prises de sang dans le même type de tube, parce que ça peut intervenir aussi. On a techniqué de la même manière tous les échantillons. Ils ont été stockés à moins 80 et pour ce type d'analyse, on évite les congélations, décongélations. Mais j'ai pu vérifier parce que j'avais fait une autre étude sur des échantillons qui avaient été collectés entre 1998 et 2015 avec les profils et on a été agréablement surprise de voir qu'il n'y avait pas de biais par rapport au stockage. Il faut savoir que pour ces deux études, on a utilisé le plasma, c'est-à-dire que la prise de sang, le sang a été récupéré avec un anticoagulant qui s'appelle l'EDTA et qui en fait, il y a eu pas mal d'études sur les protéomiques avec les programmes UPO qui avaient permis de montrer que c'était l'anticoagulant qui permettait de garder les protéines avec la meilleure stabilité. Mais c'est une excellente question et c'est quelque chose de très important à vérifier quand on fait ce type d'analyse. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question. Avez-vous une idée de la fonction de certaines des 50 protéines identifiées? On commence juste. Donc, alors, il y en a certaines qui semblent un peu évidentes parce que heureusement, on avait commencé déjà à travailler dessus parce qu'on travaille sur le stress oxydant. Donc, ça va être très facile parce que on a pratiquement déjà les résultats. Notamment les protéines comme sirtuine-1 qui sont des acétylases qui sont impliquées justement dans la régulation du stress oxydant. Mais on en est au début sur cette partie. Donc, mais ce qu'on espère, c'est pouvoir restreindre parce que sinon, on va mettre beaucoup de temps à savoir les analyser. Il faut bien voir que les cultures de cardiomyocytes que l'on fait, ce ne sont pas des cultures où les cellules se divisent. Donc, systématiquement, préparer des cultures de cardiomyocytes, ça prend 1 jour et on a notre expérience sur 7 jours. Donc, on a eu aussi la fermeture du laboratoire avec la pandémie Covid. Il faut bien savoir qu'au début du confinement, on a dû jeter tout ce qu'on avait préparé puisque le labo fermait par nécessité. Donc, il a fallu redémarrer et on repère du temps. Donc, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on va absolument restreindre le nombre de protéines, mais il y a quand même quelques pistes qui sont intéressantes. Mais aussi, l'intérêt de ce type d'approche, c'est peut-être de repérer des protéines auxquelles on n'aurait pas pensé et qui peuvent être importantes pour le remodelage. Parce que, bon, on fait notre recherche bibliographique, mais ce type d'approche, c'est aussi pour peut-être tomber sur des protéines qui ne nous semblaient pas évidentes, mais qui peuvent avoir un rôle très important. Merci beaucoup. Et donc, pour rebondir sur votre réponse, cela a-t-il débouché sur des analyses en routine clinique? Ah, pas encore. Donc, vous voyez bien qu'on en est qu'à l'étape recherche, qu'avant d'arriver… Alors, il faut bien savoir, c'est que bien sûr, il faut qu'on restreigne notre panel pour avoir un dosage qui pourrait être utilisé en clinique très rapidement. On n'en est pas encore là, mais la société somnologique commence à essayer de développer des petites puces. Donc, avec une prise de sang, on pourrait voir le signal qui pourrait indiquer un risque ou pas. On n'en est pas encore là et il faut bien savoir que pour l'instant, nos 2 études ont été faites dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'espère, une fois qu'on aura complètement validé tous nos résultats, qu'on pourra tester ça dans d'autres études cliniques. Il ne faudrait pas qu'il y ait un biais du fait des patients recrutés sur les hôpitaux de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a déjà des contacts avec une cohorte qui a recruté des patients à Paris, une cohorte qui a recruté des patients à Nancy. Et puis ensuite, on va passer à l'Europe, parce qu'il faut absolument valider à l'Europe avant de pouvoir intéresser
une entreprise qui serait capable de développer, ou la société somalogique, ce type de puce. Il faut bien savoir que la société somalogique qui nous a payé ce dosage obtient aussi des coordonnées de différents pays et espère, elle aussi, avoir une puce qui permettra de dire « attention, ce patient est à risque de décéder ». Merci beaucoup pour l'ensemble des réponses. Nous avons encore quelques questions qui sont assez techniques. Voilà, j'inviterai la personne peut-être à nous contacter directement par mail pour les questions un peu plus techniques. Malheureusement, les réponses ne pourront pas concerner l'ensemble du grand public. Eh bien, il est 18h06. Je vous propose qu'on arrête là. Le timing est bien respecté. Un grand merci, Dr Florence Pinet, pour votre présentation, pour votre participation. Merci également à toutes les personnes qui ont assisté à la conférence aujourd'hui. Tout simplement, vous avez là donc, notre site internet qui est affiché, donc pasteur-lille.fr, sur lequel vous retrouvez un dossier complet sur les maladies cardiovasculaires qui a été mis en ligne et qui traite notamment des nouveaux espoirs thérapeutiques. Voilà, pour avoir un complément d'information par rapport à la conférence. Docteur Pinet, je ne sais pas si vous voulez conclure. Non, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette présentation. C'est vrai que c'est un petit peu différent des présentations dans l'amphibusio, mais malheureusement, ce n'est pas possible actuellement du fait des problèmes de pandémie. Et en plus, j'aurais dû porter un masque, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué pour l'exposer. Mais j'espère que de ne pas avoir... J'ai essayé de simplifier un petit peu le message, de ne pas avoir été trop technique. Et bien, je remercie tout le monde pour les questions posées. Et juste pour terminer, donc une personne nous demande si l'enregistrement de la conférence sera publié. Et donc, si vous êtes d'accord, voilà, Oui, je suis d'accord. Eh bien, très bien, nous publierons donc cette conférence sur YouTube. Elle sera disponible et reliée sur nos supports de communication. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.